Ce qui fait qu'on a transformé même nos habitudes alimentaires. Aujourd'hui, les Sénégalais pensent que c'est leur culture de manger du riz, alors que c'est une fabrication du colonialisme. Ce n'était pas notre culture du tout. C'est tout à fait récent que notre culture soit le riz. D'ailleurs, en passant, la lutte avec frappe aussi est une invention du colonialisme. Vous savez, c'était un colon particulièrement terrifiant qui aimait beaucoup faire se battre entre eux et les Africains, et il trouvait que la lutte n'était pas suffisante. Il fallait épicer cela en leur demandant d'échanger des coups de poing nus, et aujourd'hui nous disons que c'est notre tradition. Enfin, les traditions se fabriquent. Nous avons un système scolaire que nous avons hérité de la colonisation. La colonisation a créé l'école au Sénégal et dans les pays africains parce que cette école devait former les agents pour cette colonisation, c'est-à-dire les auxiliaires de l'administration. Et donc nous avons été à l'école avec cette culture qui consiste à dire « j'acquiers mes diplômes et je finis fonctionnaire ». Nous avons une mentalité de fonctionnaire. L'État va nous employer. Un jeune qui sort de l'université et qui est employé par le système fédéral américain, il considère que c'est un échec, que c'est une perte de temps. Il peut commencer à la rigueur en travaillant pour l'État américain, en enseignant par exemple, en étant pour Teach for America, mais son plan de carrière, c'est de partir de là le plus vite possible pour se mettre à entreprendre et pour créer sa propre affaire et faire ce développement. C'est donc une mentalité qui est radicalement différente. Et pourtant, ces jeunes-là, effectivement, vous avez raison de dire, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Je dis nous parce que j'ai été moi-même élève ici. Nous sommes même, nous autres Sénégalais et nous autres et Français, parce que nous avons hérité du système français, en principe, nous sommes même plus forts qu'eux. Notre système est tellement exigeant qu'à niveau égal, après le bac et dans les toutes premières années de l'université, nous sommes plus forts que les Américains. Mais très rapidement, ils deviennent infiniment plus forts que nous, précisément à cause de cet état d'esprit. Ça change radicalement. Un Français qui sort des classes préparatoires, vous le menez dans une université américaine, il plane sur tout le monde. Dès qu'il a fini ses études d'undergraduate, il se retrouve à l'arrière de la classe et c'est les autres qui sont devant lui. Parce que les autres ont été élevés dans cette idée d'entreprendre, d'essayer et d'avoir cet esprit d'innovation permanent. Et c'est donc cela que nous devons essayer d'insuffler également dans nos formations. Avoir les qualifications les plus pointues, mais également avoir la capacité d'entreprendre. Une étude de l'IFAN qui vient de sortir, qui a fait une enquête auprès des jeunes de 15 à 35 ans, je crois, et il s'avère que 75% de ceux-là disent que leur souhait, c'est de pouvoir partir de ce pays dans les années qui vont venir. C'est terrible. C'est terrible, non pas seulement parce qu'ils veulent partir, mais pour traduire l'état d'esprit que ça signifie. Ce que cela signifie, c'est que vous avez une population qui est atteinte dans sa capacité d'initiative elle-même. Être atteint dans son corps, c'est grave, c'est suffisamment grave. Mais être atteint dans sa capacité de réagir à ce qui vous arrive, c'est pire. Et c'est ce que disait quelqu'un comme Aimé Césaire dans les années 56. Ce qu'il reprochait à la colonisation, c'était moins d'avoir occupé nos pays que d'avoir, dit-il, créé une crise de l'initiative. Et la vraie réponse à la colonisation, ce n'était pas seulement la décolonisation pour lui, c'était également l'idée de reprendre l'initiative et d'avoir l'impression qu'en bonne prospective, l'avenir est quelque chose que nous pouvons nous-mêmes forger de nos propres mains. Et c'est cette idée qu'il s'agit de restituer à notre jeunesse. Et ici, Léopold Sédar Senghor va jouer également. Senghor va s'opposer de toutes ses forces pendant très longtemps à ce qu'il appelle la balkanisation, c'est-à-dire la fragmentation de l'Afrique. Vous le savez, vous l'avez lu dans vos livres d'histoire, à un moment donné, la France a trouvé que l'organisation la plus rationnelle de ses propres colonies, c'était de les regrouper en fédérations, deux grandes fédérations. La fédération de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, et la fédération de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Mais voilà que le moment où les indépendances commencent à se dessiner, la France décide que si elle décolonise, elle va décoloniser morceau par morceau. Elle va décoloniser les territoires de manière séparée et non pas la fédération.
Senghor s'opposera de toutes ses forces contre cela. On dit que Senghor a été très tiède vis-à-vis de l'indépendance, qu'il n'était pas assez revendicatif. Vous savez, quand on y réfléchit, mais c'est une discussion que l'on peut avoir, quand on y réfléchit et qu'on lit attentivement les textes de Senghor, on se rend compte d'une chose. Dès 1946, il avait déjà parlé de l'indépendance. Il savait qu'elle était inéluctable. Après la Deuxième Guerre mondiale, il était clair que les craquements du système colonial allaient conduire vers les décolonisations. Il était donc clair qu'à un horizon plus ou moins éloigné, les indépendances allaient s'effectuer. Dès lors, ce n'était plus la priorité pour Senghor d'être indépendant en 56, en 58, en 60 ou en 62. La priorité pour lui était d'y aller ensemble. C'est-à-dire que dans le couple émancipation-unité, il fallait pour lui mettre l'accent sur le concept d'unité et l'émancipation, de toute façon, se ferait. Comme le disait Nkrumah, paraphrasant la Bible d'ailleurs, prenez le royaume politique et le reste vous sera donné de surcroît. C'est-à-dire, commencez par réaliser votre unité et l'indépendance elle-même viendra. Et c'est la raison pour laquelle Senghor a considéré comme un grand échec les indépendances séparées des pays africains. Les paramètres sont comme la langue d'Ésope. Ce qui pose un problème, c'est également un atout. Aujourd'hui, l'Afrique a un problème avec sa population, a un problème avec sa jeunesse. Ça veut dire que vous avez une jeunesse extrêmement importante et il faut lui trouver du travail et cela ne va pas de soi. Donc vous pouvez considérer que cette jeunesse est un poids. Mais également, cette jeunesse est un atout extraordinaire si vous regardez la démographie, non plus seulement localement, mais sur le plan mondial. Et que vous vous dites que les gisements, les grands gisements de développement démographique et de développement de créativité et de développement d'une jeunesse entreprenante, etc., se trouvent en Afrique. Donc nos problèmes sont également, d'une certaine façon, aussi nos solutions. Les germes de changement nous disent que les choses sont en train d'aller mieux. Les germes de changement et la projection nous disent que les choses vont aller en principe, de mieux en mieux. Mais en même temps, que tous les chiffres qui permettent de mesurer ce mieux, c'est-à-dire la croissance, etc., existent, en même temps, nous nous rendons compte que cette croissance ne se transforme pas en emploi. Et donc, vous avez la situation paradoxale où la jeunesse africaine est à la fois l'atout le plus important de ce continent, étant donné les germes de changement, et c'est une jeunesse qui ne croit pas elle-même en son propre futur ici. Dans le passé, avant que la vraie religion arrive, les gens refusaient la religion au nom du polythéisme de leur père, etc. Mais si vous entendez cette phrase comme nous parlons de nous, aujourd'hui, de temps en temps, nous avons la tendance à transformer notre propre tradition en une espèce d'idole et de divinité, sans comprendre que cette tradition, elle nous appartient, elle est notre héritage, et qu'il nous appartient de lui donner signification par les actions que nous entreprenons aujourd'hui. C'est cette mondialisation aujourd'hui des connaissances, des intelligences, etc., il faudra compter avec. Et il n'y a aucune raison que l'Afrique soit en dehors de ce circuit. Donc il faut que vous sachiez que le brain drain, ça va encore continuer sur au moins une génération. Il arrivera un moment où cela va s'inverser, parce que c'est le cas en Chine et c'est le cas en Inde. En Chine et en Inde, les choses sont en train de s'inverser. Les étudiants sont en train de préférer faire leurs études à l'université de New Delhi. Ils ne vont aux États-Unis que quand ils ont raté le concours d'entrée à l'université de New Delhi, qui leur semble meilleur que la plupart des universités américaines aujourd'hui. Et par ailleurs, les gens rentrent. Mais même quand ils étaient dans ces meilleures universités américaines, ils s'arrangeaient toujours pour garder des liens avec leur pays d'origine. L'idée que la vraie fidélité est dans le mouvement. La fidélité à notre tradition, à notre pensée et à qui nous sommes sera réelle si nos actions nous sont dictées non pas par cette tradition, mais par le futur que nous souhaitons. Et c'est sur cette idée-là que je comptais terminer mon propos. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté.